Bon, je vois sur l'horloge qu'il est 15 heures. Donc, nous allons pouvoir commencer les formalités associées à votre soutenance, Monsieur Fabien Copry. Donc, je vais commencer d'abord par présenter les membres du jury. Alors, on ne les voit pas beaucoup, mais puisqu'on est tous masqués, mais ce n'est pas grave, on va quand même le faire. Donc, dans le jury de votre thèse, il y a Monsieur Guillaume Lombardi, qui est professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, au laboratoire LSPM, qui est rapporteur. Il y a Monsieur, donc, qui est, alors je ne sais pas si on peut voir, mais c'est pas grave, voilà. Il y a Monsieur Ludovic de Coupe, qui est maître de conférence à l'université de Lorraine, à l'Institut Jean Lamour, qui est rapporteur. Madame Sedina Sikata, qui est chargée de recherche au CNRS au laboratoire ICAR. Monsieur Tiberiu Minea, professeur de l'université Paris-Saclay, membre du laboratoire de physique des gaz et des plasmas, invité, et directeur de thèse, monsieur Gabi Daniel Stankou, professeur à Centrale Supélec au laboratoire EM2C, et en co-encadrant de thèse, monsieur Olivier Leroy, chargé de recherche au CNRS du laboratoire de physique des gaz et des plasmas, et moi-même, Jacques Robert, donc désigné président par cooptation pour cette thèse, qui suis professeur à l'université de Paris-Saclay au laboratoire de physique des gaz et des plasmas. Donc, monsieur Fabien Copry, vous avez disons 45 minutes, plus ou moins, pour nous présenter vos travaux qui portent sur la caractérisation spectroscopique et le couplage thermique de plasma micro-ondes dans des capillaires. Donc, c'est à vous pour 45 minutes, plus ou moins. Voilà. Très bien. Est-ce que en distance, ça fonctionne bien? On a bien le focus sur ma présentation? Oui. Très bien. Mesdames et messieurs du jury, chers collègues, chers amis, papa, maman, merci à vous tous d'être aujourd'hui présents pour assister à la présentation des travaux réalisés dans le cadre de ma thèse, intitulée donc, comme l'a rappelé le président du jury, Caractérisation spectroscopique et couplage thermique de plasma micro-ondes dans des capillaires. Je suis Fabien Copry et pour ces travaux de thèse, j'ai été dirigé par Gabi Daniel Stankou du laboratoire EM2C dans Centrale Supélec et co-encadré par Olivier Leroy du laboratoire LPGP de l'université Paris-Saclay. Un travail qui a été financé par le LASIPS Thermoplace. Cette présentation va s'articuler en 6 points. Tout d'abord, nous allons présenter une introduction pour rappeler le contexte et les objectifs de la thèse. Ensuite, nous allons présenter le dispositif expérimental et quelques caractérisations macroscopiques sur ce dispositif qui sera utilisé pour les travaux de cette thèse. Ensuite, nous allons réaliser un bilan de puissance complet du plasma. Nous continuerons par une caractérisation spectroscopique des paramètres clés du plasma. Nous continuerons avec des résultats obtenus lors d'un contrôle de la décharge par un couplage thermique externe. Et nous finirons par les conclusions principales de ces travaux de thèse et des perspectives. Donc tout d'abord, pour une brève introduction, pour le large public qui nous écoute aujourd'hui, à la physique des plasmas de manière générale. Alors, le milieu plasma est un milieu gazeux, principalement caractérisé par la présence importante d'espèces chargées, électrons et ions, mais également d'espèces excitées. Il crée dans le champ électrique et est également sensible. Il génère des rayonnements et également sensible au rayonnement. Bref, le milieu plasma est un milieu réactif qui permet, par son importante réactivité, de créer des réactions d'excitation, d'ionisation, dissociation, etc., qui trouvent de nombreuses applications potentielles. Aujourd'hui, on va se restreindre au cadre de plasmas de décharge qui peuvent être générés par de multiples sources. Plasmas de décharge dont l'une des caractéristiques principales est qu'on se trouve hors de l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire que la température des électrons sera bien supérieure à celle des ions et la température du gaz. J'ai évoqué brièvement les applications potentielles de tels plasmas. Pour présenter brièvement quelques exemples d'applications, des exemples de recherche de plasma appliqués dans les laboratoires EM2C et LPGP, on peut citer par exemple la combustion assistée par plasma qui permet de stabiliser et d'avoir une flamme moins riche en carburant lorsqu'elle est assistée par un plasma. On peut également faire des études de plasma de rentrée atmosphérique avec des torches plasma.
On peut aussi faire des études environnementales avec la dissociation de CO2 par décharge NRP. Également, les plasmas trouvent des utilisations dans les domaines biomédicaux avec des décharges qui peuvent servir à traiter des plaies, voire des tumeurs cancéreuses. Et enfin, les plasmas trouvent un large spectre d'applications en microélectronique avec des dépôts de couches minces par des décharges magnétrons. Toutes ces applications potentielles justifient en elles le fait qu'il est intéressant d'étudier les plasmas en laboratoire pour en comprendre les mécanismes fondamentaux pour les appliquer à grande échelle. Néanmoins, aujourd'hui, on ne s'intéressera pas à ces exemples d'application de plasma, on s'intéressera à l'étude fondamentale d'un type particulier de plasma généré avec des plasmas micro-ondes générés dans des capillaires. Pour présenter comment fonctionnent ces sources plasma, donc les sources plasma micro-ondes dans des capillaires comme on a utilisé dans le cadre de cette thèse, ils peuvent être générés par principalement deux types d'applicateurs différents. Alors ici, on a l'exemple du surflatron, ici, qui est traversé par un capillaire, un fin tube de verre à l'intérieur duquel est généré le plasma. Son principe de fonctionnement est le suivant. Un câble coaxial transmet une onde micro-ondes qui va rayonner avec une antenne dans une cavité résonante. Cette cavité résonante est composée de deux cylindres concentriques dont l'un est légèrement plus court pour laisser une fine zone, ici le gap, où le champ électrique sera maximal. Et donc le champ électrique maximal ici peut s'échapper sous forme d'onde de surface qui va se propager le long du capillaire, transmettre de la puissance au gaz qui est à l'intérieur et donc générer le plasma. Voilà pour le premier type d'applicateur utilisé. Le second est un applicateur de type Strickline, le précédent était un surpatron. L'applicateur de type Strickline fonctionne sur le même principe. On a un câble coaxial qui transmet une onde micro-ondes qui va rayonner dans une cavité résonante. Ici, il n'a pas creuse, mais pleine de diélectrique. Mais on a le même principe. Le champ électrique sera maximal là où un diélectrique, encore une fois un capillaire, traverse notre applicateur. Il permet donc de générer un plasma dans un fin tube de verre. Pourquoi s'intéresser à ces types de plasma particuliers, de plasma micro-ondes dans des capillaires? Il possède en effet de nombreux avantages. Il y a une absence d'électrodes, ce qui limite la pollution métallique à l'intérieur du plasma. Il peut fonctionner dans un large spectre de conditions expérimentales, débit, composition de gaz, pression. Le transfert de puissance micro-ondes est reconnu comme étant efficace. Le fonctionnement est continu et des études à la fois numériques et expérimentales ont montré que l'on produit une importante quantité d'espèces réactives dans de tels plasmas, ce qui est utile pour tout type d'application. Pour présenter brièvement quelques résultats de la littérature, quelques résultats précédents qui ont été obtenus sur ce type de décharge particulière de plasma micro-ondes dans des capillaires. En premier lieu, on présente ici la densité de puissance couplée à l'intérieur du plasma en fonction de la puissance consigne, c'est-à-dire la puissance que l'on voit dans un volume de plasma, pour différents types de capillaires, pour différents diamètres inférieurs au millimètre. On voit que la densité de puissance est de l'ordre de 10 puissance 4, voire plus par centimètre cube, ce qui est une très haute densité de puissance. Néanmoins, il est important de préciser que la puissance qui est injectée, la puissance dont on parle, la puissance couplée au plasma, est mesurée par le procédé suivant. On a un générateur micro-ondes qui mesure la puissance incidente et la puissance qui est réfléchie, puisque, étant donné l'adaptation d'impédance imparfaite, une partie de l'onde incidente va revenir jusqu'au générateur, qui est mesuré avec une résolution relativement faible. Néanmoins, dans la littérature, on suppose que la puissance qui est couplée au plasma, c'est simplement la différence entre la puissance incidente et la puissance réfléchie. Néanmoins, on peut supposer qu'il y a des pertes le long du guide coaxial ici qui nous laisse poser la question quelle est la part de puissance réellement couplée au plasma, ce qui est un enjeu important pour des applications et la compréhension des mécanismes de la décharge. On y reviendra plus tard. Pour d'autres résultats dans la littérature, pour la caractérisation de plasma dans l'argon pur, ici des mesures spectroscopiques qui permettent de mesurer la température de gaz, ici par OES de OH. On voit qu'on a des températures de gaz de l'ordre de 1000 Kelvin en fonction de la position longitudinale. Et pour la densité électronique, cette fois obtenue par élargissement Stark de l'arrêt H-bêta d'hydrogène, on a des densités électroniques de l'ordre de 10 puissance 14 par centimètre cube à basse pression dans un plasma d'argon pur, ce qui est une densité électronique relativement importante à cette pression. Néanmoins, il est important de relever que ces mesures sont intégrées radialement en moyennant la ligne de vue sur le rayon du capillaire, ce qui fait que ces mesures sont moyennées sur le rayon du capillaire et ces mesures ne sont pas connues localement. Également, comme on l'a dit, la température de gaz est de l'ordre de 1000 Kelvin, tout en sachant qu'à l'extérieur du capillaire, d'une épaisseur d'un diamètre de l'ordre du millimètre,
à l'extérieur du capillaire, la température est de l'ordre de 300 Kelvin. Il y a donc un important gradient de température, un important flux thermique entre le centre du plasma et le milieu extérieur, ce qui pourra trouver une application potentielle, comme on va le présenter après. Pour d'autres résultats de la littérature, cette fois obtenus en milieu réactif, avec un mélange argon-air ou tout simplement dans un plasma d'air, on voit ici que les espèces, la densité d'espèces excitées et les états atomiques, les états métastables, en fonction de puissance micro-ondes incidente et en fonction de densité électronique, à la fois des résultats expérimentaux par mesure de diagnostic et des résultats numériques modélisés ici. Dans tous les cas, on constate que ces plasmas sont caractérisés par une importante réactivité, puisque on a une importante production d'espèces réactives et une importante dissociation, notamment de dioxygène, allant jusqu'à 70%. Néanmoins, il est important de rappeler encore une fois que ces valeurs, à la fois mesurées et simulées, sont encore une fois intégrées radialement, donc moyennées sur le rayon de la décharge. Ces quelques résultats de la littérature nous amènent à quelques questions qui restent ouvertes sur ce type de décharge et pour lesquelles nous allons tenter d'apporter une réponse, qui sont donc les axes de travaux de cette thèse. En premier lieu, comme on l'a dit, la puissance micro-ondes qui est couplée au plasma est mesurée simplement en soustrayant la puissance micro-ondes incidente à la puissance réfléchie, en négligeant des termes de perte potentielle qu'il peut y avoir entre le générateur et le plasma. Nous allons donc nous poser la question, quelle est la part de puissance qui est réellement couplée au plasma? Et pour répondre à cette question, nous allons constituer un bilan de puissance complet, ce qui est un enjeu important, encore une fois, pour les applications, savoir quelle puissance est couplée au plasma, mais également pour la modélisation de tel plasma, savoir quelle puissance est couplée au plasma. La deuxième question, comme on l'a dit, la mesure des caractéristiques du plasma, les paramètres microscopiques clés, sont moyennés radialement, avec une ligne de vue soit en spectroscopie d'émission ou d'absorption qui moyenne sur le rayon, étant donné le faible diamètre de ces décharges. On va donc tenter d'avoir une résolution radiale sur ces mesures afin d'avoir accès à des densités locales d'espèces réactives et de température, ce qui est encore une fois un enjeu important pour les applications, connaître les paramètres locaux de telles décharges. Et enfin, comme on l'a dit, l'important gradient de température entre le centre du plasma, ici autour de 1000 Kelvin, et leur ambiant autour de 300 K, implique un flux thermique très important entre eux sur une distance très faible. On peut donc se poser la question s'il est possible de contrôler le flux thermique, s'il est possible d'appliquer un couplage thermique externe avec un flux de refroidissement. On pourrait donc modifier le flux thermique et donc potentiellement modifier les paramètres clés de la décharge de façon non intrusive. On va donc tenter de répondre à cette troisième question par les travaux réalisés dans cette thèse. Tout d'abord, maintenant que nous avons présenté les trois questions auxquelles on va tenter d'apporter des réponses, présentons le dispositif expérimental et quelques caractérisations macroscopiques sur ces décharges pour présenter la décharge qui a été utilisée dans le cadre des travaux de cette thèse. Alors, le dispositif expérimental est le suivant. La pièce centrale, l'applicateur micro-ondes, dont les deux types ont été présentés précédemment, est alimenté par un générateur micro-ondes de fréquence et de puissance contrôlable. Il est traversé par un capillaire de diamètre interne 1 mm et diamètre interne 2 mm, lui-même parcouru par un flux de gaz, un mélange air-argon contrôlable. La pression est mesurée à la fois en amont et en aval du capillaire, et on peut appliquer, pour répondre à la troisième question qu'on s'est posée, un flux thermique externe sur le capillaire. On y reviendra plus tard. Ces décharges présentées ici fonctionnent pour une puissance allant de 1 à 100 watts, pour des débits allant jusqu'à 1 litre minute. On peut faire varier la fraction d'air jusqu'à quelques pourcents, et on peut travailler à la fois à basse pression, autour de 10 millibars, jusqu'à la pression atmosphérique. On peut générer le plasma dans deux types de configurations différentes. On peut soit avoir le plasma entièrement confiné à l'intérieur du capillaire, avec ici des pressions allant de la basse pression jusqu'à la pression atmosphérique, où le plasma s'étend jusqu'à 20 cm. Mais on peut aussi avoir le plasma qui est rejeté directement dans l'air ambiant, et on parlera de configuration de plasma jet, ici forcément à pression atmosphérique, mais étant donné qu'il n'y a pas de support physique pour transmettre l'onde de surface, le plasma ne peut pas s'étendre au-delà de quelques millimètres après la sortie du tube. Les deux applicateurs qui vont être utilisés dans le cadre des travaux de cette thèse sont ceux qui étaient présentés dans l'introduction, le surfatron ici et le stripline ici. On présente ici leur couplage de puissance sans plasma, mesuré par l'analyseur de réseau en fonction de la fréquence micro-ondes, avec ici en bande grisée la gamme spectrale atteignable par le générateur. On voit ici que la réponse du surfatron est très piquée, donc très sensible en fréquence, mais peut atteindre une très haute valeur jusqu'à 100%.
tandis que la réponse du stripline est légèrement plus faible, mais moins sensible en fréquence. Le stripline, ici présenté en configuration ouverte, il peut y avoir des fuites de champ micro-ondes avec cette configuration ouverte. C'est pourquoi on va encastrer l'applicateur dans un revêtement métallique pour limiter ces fuites, ce qui va diminuer fortement sa réponse, mais on pourra tout de même réussir à générer un plasma malgré ce couplage plus faible. Maintenant, présentant les mêmes résultats, le couplage de puissance au plasma, cette fois en présence du plasma, puisque ici, il n'y a pas de plasma. Une fois le plasma allumé, l'impédance change le long de la ligne et donc le couplage de puissance change également. Donc, voilà ici ce que l'on a. Alors, tout d'abord, en utilisant le principe de mesure de la littérature, c'est-à-dire en soustrayant la puissance incidente à la puissance réfléchie au générateur, on obtient les résultats ici, supérieurs à 90%, voire même jusqu'à 100% de couplage de puissance, ce qui est en accord avec les résultats de la littérature. Néanmoins, comme on l'a dit, les mesures de puissance incidente et réfléchie au générateur négligent des pertes qui peuvent se passer. Voilà pourquoi on va utiliser non pas des mesures au générateur, mais des mesures par des puissances mètres qui sont à proximité du plasma. On obtient donc les résultats ici, les mesures réalisées par les puissances mètres, où le couplage est certes moins important, entre 70 et 80%, mais il reste très comparable pour les deux applicateurs, qu'on pourra donc utiliser indifféremment pour nos études ultérieures. Néanmoins, encore une fois, le couplage ici de 70 à 80% ne renseigne toujours pas sur la part de puissance qui est réellement couplée au plasma. Il renseigne toujours sur la puissance incidente moins la puissance réfléchie, mais mesurée non pas au générateur, mais plus proche de l'applicateur et donc du plasma sur la ligne coaxiale. Ensuite, pour présenter quelques résultats de caractérisation macroscopique, quelques résultats que l'on obtient sur ce type de décharge. Tout d'abord, présentons la longueur de plasma en fonction de la puissance qui est couplée. Donc, puissance couplée, pour rappel, c'est toujours la puissance incidente moins la puissance réfléchie, mesurée non pas au générateur, mais à des puissances mètres à proximité du plasma. La littérature nous donne en théorie un régime linéaire entre la puissance couplée et la longueur de plasma, régime linéaire qui est ici, et on voit que nos propres résultats s'écartent de cette tendance linéaire théorique. Cela s'explique parce que le gradient longitudinal de densité électronique, présenté ici, dépend du coefficient d'atténuation, alpha, qui est donné ici en fonction de la densité électronique. On voit que pour les densités électroniques que l'on a typiquement pour ce genre de décharge, on est de l'ordre de 10 puissance 14 par centimètre cube, où la variation de alpha en fonction de la densité électronique est très faible, on pourra la négliger, et qu'alpha est également de la forme 1 sur NE. La simplification de cette équation nous donne que le D de NE sur dZ est une constante, donc la décroissance de la densité électronique en fonction de la position longitudinale est constante, ce qui explique donc, lorsqu'on injecte une puissance couplée supérieure, la densité électronique au centre de la décharge va augmenter, et donc on va ajouter une tranche de plasma supplémentaire. Plus on ajoute de puissance, plus le plasma sera long, et ce, de façon linéaire. Ce régime linéaire se constate pour des tubes de plus grand diamètre. Ici, ce n'est pas le cas, on est dans des tubes de faible diamètre. Il y a une variation longitudinale de pression très importante, un ordre de grandeur entre la pression en amont et la pression d'aval. On est hors du cadre de ces approximations. Voilà qui explique notre écart à la linéarité entre longueur de plasma et puissance couplée. Comme on l'a dit, il y a un différentiel de pression très important entre la pression en amont de l'ordre de 100 millibars et la pression en aval du plasma. Également, on constate que lorsque l'on augmente la puissance couplée, en plus d'avoir un plasma plus long, on a également une pression en amont du plasma qui est plus importante, tandis que la pression en aval, elle, n'évolue pas. On peut se poser la question pourquoi cette pression en amont croît avec la puissance couplée. Comme on le verra plus tard pour les mesures de diagnostic spectroscopique et comme le bon sens pourrait le supposer, la température de gaz augmente avec la puissance couplée. Et ainsi, en partant de cette hypothèse de température de gaz qui augmente avec la puissance couplée, si on s'intéresse à l'aspect fluide du gaz qui traverse le capillaire, on a un débit stationnaire, on a un régime permanent, donc il y a un débit massique conservé. Comme on a une section constante, le produit ρV est constant. Lorsque la température augmente, ce qui est notre hypothèse, la densité de notre baisse et donc la vitesse augmente pour conserver ce débit de masse. Également, comme on a dans l'hypothèse d'un fluide incompressible, les paires de charges sur une longueur s'expriment de cette façon, avec un coefficient de friction donné ici en régime laminaire de cette façon, ce qui nous donne un différentiel de pression entre deux éléments de longueur de cette forme. On voit que la dépendance est seulement
avec les paramètres V, vitesse du gaz, et mu, viscosité du gaz, ici donc l'argon. La viscosité, on voit qu'elle est également croissante avec la température, tout comme la vitesse, comme on l'a dit ici. Donc, on voit que le différentiel de pression est fonction croissante de la température, ce qui est bien en accord avec ce que l'on constate expérimentalement. On peut donc valider cette hypothèse de température de gaz qui croît avec la puissance couplée, et on le vérifiera par des diagnostics spectroscopiques. Maintenant qu'on a présenté quelques résultats sur ce type de décharge, maintenant essayons de répondre à la première question qu'on s'est posée, à savoir la constitution du bilan de puissance du plasma. Donc tout d'abord, on va définir précisément notre système, puis ensuite nous allons mesurer les termes de perte, les termes de couplage au plasma, pour après présenter nos bilans de puissance complets. Alors tout d'abord, pour essayer de résumer brièvement ce qui se passe, nous avons un terme source, qui est notre puissance incidente micro-ondes, qui est mesurée par les puissances mètres, en omettant les pertes qui peuvent se passer entre le générateur et le câble. On suppose que tout ce qu'il y a après cette mesure de puissance couplée, de puissance incidente, est un système fermé. On injecte une puissance micro-ondes incidente, et donc toute cette puissance micro-ondes incidente va se retrouver sous différents termes, soit des termes de perte, soit des termes de puissance qui est couplée au plasma. En premier lieu, on pourra supposer que la puissance micro-ondes va se retrouver sous forme de perte de fuite de champ micro-ondes, ici, donc des fuites de champ électromagnétiques qui s'échappent de l'applicateur, que l'on va pouvoir mesurer. Également, comme on l'a dit plus tôt, la puissance micro-ondes peut être réfléchie depuis l'applicateur jusqu'au générateur. On mesure également par des puissances mètres ici. Et également, un autre terme de perte, étant donné le passage de l'onde électromagnétique à l'intérieur ici du coupleur bidirectionnel des connexions et de l'applicateur, le passage de l'onde va chauffer ces éléments de couplage micro-ondes, et il va donc dissiper une puissance sous forme de chauffage. Une fois qu'on soustrait ces termes de perte, tout ce qui va rester, en théorie, est la puissance qui est couplée au plasma. Comme on l'a vu, le plasma est radiatif, il émet un rayonnement, donc une puissance sous forme de rayonnement, que l'on pourra mesurer. Également, en sortie de tube, il va potentiellement rester de la puissance sous forme de chimie d'état excité et de chauffage de gaz, que l'on pourra encore une fois mesurer. Et également, le plasma à l'intérieur du tube, le plasma va chauffer le tube de l'intérieur. Il va donc y avoir un flux thermique qui va traverser le capillaire, que l'on va pouvoir également mesurer pour retrouver la puissance qui se dissipe par ce canal de diffusion. On va donc tenter, à partir de la mesure de ce terme de source de puissance micro-ondes, d'étudier ces trois termes de perte et ces trois termes de couplage au plasma, pour voir quels termes sont à considérer et lesquels sont négligeables pour établir un bilan de puissance complet. Tout d'abord, intéressons-nous au premier terme, les fuites de champ micro-ondes. Alors, les fuites de champ micro-ondes sont mesurées à la surface d'une géométrie virtuelle fermée, centrée autour de l'applicateur et du câble. On utilise une sonde électromagnétique qui mesure le flux de puissance à la surface de cette géométrie. Nous obtenons ces résultats ici, ici les faces en avant et ici les faces en arrière. En intégrant le flux de puissance dissipé à la surface de cette géométrie virtuelle fermée, on obtient donc tout le rayonnement émis par notre système, et l'on constate que la puissance dissipée par ce canal de diffusion est de l'ordre de 100 mW pour 20 watts consigne, en l'absence de plasma, mais on retrouve le même ordre de grandeur avec plasma et avec d'autres puissances consignes. On pourra donc totalement négliger les fuites de champ de notre bilan. Maintenant, pour les autres termes de perte, on l'a vu, la puissance réfléchie, il y a une part de la puissance micro-ondes qui est réfléchie, puisqu'elle ne se transmet pas au plasma, et est mesurée par les puissances mètres ici. On pourra donc le mesurer ici pour limiter les pertes, les pertes le long du câble coaxial et la faible résolution du générateur. Et également, comme on l'a dit, le passage de l'onde micro-ondes va chauffer les éléments de couplage micro-ondes qui vont, eux, transférer de la chaleur avec le milieu extérieur par deux types d'échanges, les échanges conducto-convectifs et les échanges radiatifs. Les premiers s'expriment de cette façon, avec une différence entre température de surface des éléments de couplage ici et la température de l'air ambiant. Ils dépendent aussi d'un coefficient de transfert thermique qui dépend du nombre de nacelles qui est spécifique pour la géométrie de chaque élément et du type de convection. Il faudra donc les définir précisément pour avoir un bilan de puissance précis. Et également, ces éléments de couplage vont échanger avec le milieu extérieur des transferts radiatifs qui dépendent encore une fois de la température de surface et la température de milieu extérieur, ici des murs de la pièce, à l'équilibre avec l'air ambiant.
et aussi de l'émissivité du matériau. Pour connaître cette puissance avec précision, on va utiliser un revêtement graphite d'émissivité élevée et connu sur l'applicateur, qui est l'élément principal qui dissipe de la puissance sous forme radiative. On va sommer ces deux termes pour avoir la puissance dissipée par chauffage des éléments de couplage micro-ondes. Et la température en surface du guidon sera mesurée par des thermos. Présentons maintenant donc les résultats obtenus, le bilan que l'on a lorsque l'on mesure les pertes de puissance, puisqu'on a vu les pertes sur ces deux termes de puissance, puisqu'on a vu que le premier était négligeable. Alors tout d'abord, pour un premier bilan, la répartition de la puissance micro-ondes incidente dans ces termes de pertes en l'absence de plasma dans un premier lieu. On constate que pour trois conditions expérimentales différentes qui montrent la reproductibilité des mesures, on a une puissance réfléchie quasiment égale à 90%, et des termes de chauffage d'éléments de couplage micro-ondes de l'ordre de 5%, et une partie non mesurée de l'ordre de 5% aussi. On retrouve donc plus de 90% de la puissance micro-ondes incidente sous forme de termes de perte, et jusqu'à 100% avec les incertitudes. On pourra donc valider a priori notre protocole de mesure de ces termes de perte. Maintenant, présentons les mêmes résultats en présence de plasma cette fois, où pour rappel, la littérature suppose que le couplage au plasma est supérieur à 90%, donc ces termes de perte devraient représenter moins de 10%. Qu'est-ce que l'on observe? On observe que ce n'est pas du tout le cas. On observe qu'à la fois sous forme de puissance réfléchie et sous forme de chauffage des éléments de couplage micro-ondes, on mesure un quart de la puissance micro-ondes initiale sous forme de perte. On a donc quasiment 50% de perte avant même d'atteindre le plasma, ce qui suppose donc qu'il y a une surestimation de la puissance couplée au plasma par rapport aux valeurs de la littérature. On suppose que le couplage est de 90%. Ici, on montre qu'il est d'au mieux 50%, en partant de l'hypothèse que la partie qui n'est pas encore mesurée ici, ce sont les termes qui vont au plasma, et donc que ces 50% restants vont au plasma. Cherchons à le montrer maintenant, donc. Si ces 50% vont au plasma, on devra le retrouver dans les trois autres termes qu'on a identifiés plus tôt, les termes de couplage au plasma. Pour le premier, le rayonnement optique du plasma, on l'a vu, le plasma est radiatif, il transmet la puissance par rayonnement. On mesure donc le rayonnement du plasma sur un volume défini pour plusieurs positions longitudinales, pour intégrer sur tout le volume du plasma. Et on mesure sur la gamme, globalement la gamme visible du plasma, ici avec un exemple de spectre d'émission en plasma d'argon pur. Le capillaire en silice fondu transmet globalement à une transmittance quasiment totale sur le domaine du visible et beaucoup plus faible pour l'UV et l'infrarouge et l'UV. On pourra donc considérer que nos mesures qui se limitent au domaine du visible donnent le bon ordre de grandeur, puisque ce qui se passe là où la transmittance est beaucoup plus faible, le rayonnement dans ces gammes-là sera absorbé par le capillaire directement et donc converti en chauffage. Ici, ce que l'on mesure, ce sont des unités arbitraires. Il faudra donc les convertir en unités absolues de radiance afin d'en déterminer une puissance. Ce que l'on fait avec une sphère intégratrice calibrée qui nous donne la luminance en unité absolue. On obtient donc la radiance du plasma en fonction de la position longitudinale ici, avec une partie qui est inaccessible optiquement à cause de l'applicateur, mais qui est extrapolée. Et lorsque l'on intègre sur tout le volume de plasma, on obtient une puissance dissipée sous forme de rayonnement de l'ordre de 15 microwatts pour 20 watts de puissance continue. On pourra donc complètement négliger le rayonnement optique dans notre bilan de puissance. Maintenant, pour le second terme de puissance couplée au plasma, on l'a dit, le plasma peut encore posséder de la puissance à la sortie du capillaire, à la fois sous forme de chauffage de gaz et de chimie en pose décharge, avec une densité d'espèces excitées. Ici, on se limitera au cas du plasma d'argon. Alors, pour la température de gaz, on mesure simplement la température en amont et en aval du plasma par des thermocouples à passage sous vide. On mesure que le chauffage de gaz représente moins de 10 milliwatts et sera donc négligé également dans le bilan de puissance. Et pour la chimie, la puissance chimique qu'il y a en sortie du tube, ici, on donne un ordre de grandeur avec des mesures qui seront présentées ultérieurement, des mesures d'argon métastable par diagnostic. On voit qu'avec une densité d'argon métastable de 10 puissance 12 par centimètre cube à pression atmosphérique, on a une puissance de chimie de pose-décharge, encore une fois, inférieure à 10 milliwatts. On pourra donc dire que les termes de puissance de pose-décharge sont également négligeables dans notre bilan de puissance. Comme on l'a vu que deux des trois termes de perte
négligeables, des 3 pertes de puissance couplées au plasma sont négligeables, en théorie, le dernier, c'est-à-dire le flux thermique traversant le capillaire, devra donc contenir toute la puissance qui est transmise au plasma. Vérifions-le. Pour cela, définissons encore une fois la puissance qui est dissipée par ce canal de diffusion. Encore une fois, il s'agit d'une surface chaude qui va transmettre de la puissance à la fois par flux conducto-convectif et radiatif. On a donc besoin de mesurer la température de la surface du capillaire, qui pose plusieurs difficultés, puisque le thermocouple que l'on utilisait pour, les surfaces des isodoments de couplage micro-ondes n'est pas utilisable, puisqu'il est à la fois perturbatif et le contact est imparfait. On peut également utiliser des pastilles thermosensibles, mais qui ne mesurent qu'une température unique. Lorsque le capillaire dépasse une certaine température, on a accès à cette mesure, mais c'est insuffisant pour nos mesures. On utilise donc une caméra thermique infrarouge. Néanmoins, on se heurte encore une fois à une difficulté, puisqu'elle suppose une émissivité du matériau que l'on mesure constante. Or, on voit que l'émissivité de la silice est dépendante fortement de la longueur d'onde dans la gamme de la caméra. On prendra donc une valeur arbitraire d'émissivité et on calibrera la réponse de la caméra avec ces 3 types de mesures sur des tubes de plus grand diamètre, à la fois des mesures par pastille thermosensible, par thermocouple et par caméra infrarouge, pour avoir une calibration entre la mesure de la caméra infrarouge et les pastilles thermosensibles qui sont a priori plus fiables sur des tubes de plus grand diamètre. Il n'y a pas de problème de contact. On aura donc cette calibration qui donne la température des pastilles, a priori la température réelle et ici la température mesurée par la caméra, pour avoir accès à la température réelle du capillaire à partir des mesures de la caméra. Les mesures obtenues par les caméras, justement, sont les suivantes. On obtient ici une image encore une fois, on a une difficulté puisque l'applicateur rend inaccessible optiquement une partie du capillaire, en particulier la partie où le champ est le plus intense, donc a priori là où le plasma est le plus chaud. Cette partie devra donc être mesurée après un temps très court après l'arrêt du plasma, hors état d'équilibre. On devra donc extrapoler les données, comme on le voit ici. Les 3 images ici sont obtenues à l'état stationnaire pour des zones accessibles optiquement, et la zone ici extrapolée est réalisée hors état d'équilibre. En intégrant cette température le long de l'axe, cette température longitudinale du capillaire, convertie donc en puissance conducto-convective et radiative, on obtient un flux thermique qui traverse le capillaire de 2-3 watts pour 15 watts consignés. La contribution est donc dominante par rapport aux autres termes de couplage plasma qu'on a vu qui étaient négligeables. Néanmoins, pour rappel, notre mesure des pertes nous indiquait qu'on s'attendait à retrouver 50% de la puissance micro-ondes consigne sous forme de couplage au plasma. Ici, on voit que ce n'est pas le cas. Présentons donc le bilan de puissance totale en présence de plasma. On retrouve ici les 50% précédemment calculés, qui sont les termes de perte, et le flux thermique à travers le capillaire. Donc, a priori, la puissance qui est réellement couplée au plasma est ici représentée en bleu. Donc, encore une fois, pour rappel, les mesures de la littérature nous donnent une puissance couplée au plasma, donc en théorie une zone bleue ici, qui est supérieure à 90%. Nous, on mesure seulement 13 à 20% qui est couplé, que l'on retrouve effectivement couplé au plasma. Il y a donc une surestimation systématique de la puissance couplée au plasma d'un facteur 6 par rapport aux données de la littérature. Également, une part de la puissance ne se retrouve pas encore, malgré nos mesures dans le bilan de puissance, selon que l'on considère que cette part de puissance non retrouvée est un terme de perte ou un terme couplé au plasma. On aura donc une surestimation qui est comprise entre un facteur 2 et un facteur 6. Et pour présenter brièvement ce qu'apporte ce bilan de puissance par rapport aux valeurs traditionnelles, aux méthodes traditionnelles de la littérature, si on réalise le même bilan de puissance avec la méthode de la littérature, puissance incidente moins réfléchie mesure au générateur, on retrouve bien les données classiques, 90% de la puissance qui va au plasma, et avec notre méthode employée, on voit qu'elle est au pire autour de 5% et au mieux autour de 50%. Donc la puissance qui est couplée au plasma est traditionnellement surestimée d'un facteur au moins 2 et jusqu'à 20 si l'on prend en compte les incertitudes et le fait que cette part de puissance non mesurée est également un terme de perte. Voilà pour la première question auquel on a apporté une réponse, le bilan de puissance du plasma. Présentons maintenant une réponse à la deuxième question qui est
une caractérisation spectroscopique du plasma avec une résolution radiale. Tout d'abord, la configuration expérimentale et les principes, et ensuite des résultats de densité électronique et température de gaz par spectroscopie d'émission, et ensuite des densités d'argon métastables par spectroscopie d'absorption. Pour le dispositif expérimental qui sera utilisé ici, on a un système optique qui permet d'avoir l'image de la décharge en conservant la résolution dans une dimension spatiale, ce qui permet donc ici de décomposer une image, un spectre obtenu par le spectromètre, en 3 zones qui correspondent donc à une certaine résolution radiale, ce qui permettra donc d'avoir accès à des valeurs locales des paramètres plasma et non pas les moyenner sur le rayon comme c'est traditionnellement réalisé. À partir des spectres obtenus ici, on va pouvoir déterminer des paramètres clés du plasma par des méthodes spectroscopiques relativement classiques. Tout d'abord, la densité électronique par élargissement Stark de l'arrêt H-bêta d'hydrogène, avec ici une raie obtenue ici. On voit que le profil de l'arrêt est un profil void, avec une convolution de contribution lorentzienne et gaussienne. La contribution gaussienne est une somme de fonctions instrumentales qui est mesurée et un Doppler qui est non dominant mais dépendant de la température, et une contribution lorentzienne composée de Van der Waals qui dépend également de la température, et une contribution Stark qui, elle, dépend de la densité électronique. Donc, pour extraire la densité électronique à partir de ces raies d'émission, on réalise un fit en imposant la valeur du Gauss que l'on calcule, on soustrait le Van der Waals qu'on calcule aussi, et on extrait le Stark, et donc la densité électronique. Pour ce qui est de la mesure de température de gaz, on procède cette fois par distribution boltzmannienne avec une approche numérique des spectres par logiciel Specker, à la fois avec des spectres de OH qui permet d'encadrer les températures rotationnelles à plus ou moins 200 Kelvin, et on fait également cela avec des spectres de N2C qui permettent un encadrement plus précis à plus ou moins 100 Kelvin. Maintenant, pour le principe de mesure de densité d'argon métastable par spectroscopie laser d'absorption, on a ici déjà, on peut se poser la question tout d'abord, pourquoi mesurer ces états métastables d'argon? En effet, nos décharges est principalement constituée d'argon et qui va générer des états métastables qui, avec leur haute énergie, sont un réservoir d'énergie qui peut après contribuer à des réactions pour dissocier des espèces moléculaires que l'on pourra retrouver par exemple en post-décharge, et ce qui possède donc un enjeu intéressant pour des applications. On pourra déduire cette densité d'argon métastable par l'absorbance d'un faisceau après passage dans le G-plasma. Donc on procède ici avec une diode laser accordable et on fait un scan spectral pour mesurer l'absorption en fonction de la longueur d'onde. Il est important de relever qu'avec un système optique ici, on obtient un diamètre de faisceau très faible, 50 micromètres, là où le diamètre du G-plasma est a priori de l'ordre du millimètre. On aura donc une certaine résolution, encore une fois, radiale sur nos mesures, et on pourra donc définir les densités, les grandeurs locales de densité d'argon métastable. Pour cela, on procédera par le procédé de la transformée d'Abel inverse qui nous permet d'avoir des densités absolues. Ce procédé est particulièrement intéressant puisque par spectroscopie d'absorption, il est nécessaire pour avoir la densité d'argon métastable de connaître le rayon de la décharge. En l'absence de la connaissance du rayon de la décharge, on a seulement accès à des densités relatives, mais comme on l'a dit, on a un faible diamètre de faisceau d'absorption, ce qui nous donne des mesures résolues radialement. Et à partir de ces mesures résolues radialement, on pourra avoir accès au rayon de la décharge. Ici, avec l'absorbance en fonction de la longueur d'onde et de la position longitudinale, ici en s'éloignant progressivement du centre de la décharge jusqu'à son extrémité. Maintenant, présentons donc les résultats de ces mesures de paramètres microscopiques obtenus avec résolution. Tout d'abord, la spectroscopie d'émission avec la température de gaz et la densité électronique. Alors, ce que l'on obtient ici, donc avec la température rotationnelle de OH en fonction de la position radiale, pour les 3 zones que l'on a définies, ici le centre de la décharge
son extrémité ici, qui est à proximité des parois du capillaire, on a des températures rotationnelles de OH de l'ordre de 1000 Kelvin. La température croît avec la puissance consigne, comme on l'avait supposé lors de nos études sur la pression en amont du capillaire. Et la température décroît avec la position radiale. Comme pour rappel, ici, la position au centre intègre l'émission du plasma sur tout son rayon, alors qu'ici, on est plus proche de paramètres locaux, on est à proximité de la paroi du capillaire. Ce sont donc des valeurs de température plus locales et qui intègrent sur un rayon beaucoup plus faible, sur une ligne de vue beaucoup plus faible. Ici, pour les mêmes mesures, donc température rotationnelle de OH, toujours avec résolution radiale et en fonction de la position longitudinale, on voit que la température rotationnelle de OH décroît avec la position longitudinale en s'éloignant progressivement du centre de la décharge, et que plus on s'éloigne, qu'en extrémité de colonne, la décroissance de température est un gradient plus fort. Maintenant, pour, encore une fois, des mesures de température rotationnelle de OH, mais cette fois en configuration de plasma jet, les mesures précédentes étaient réalisées en argon pur à basse pression. Ici, on est en sortie du plasma jet, donc en sortie du tube capillaire, là où un mélange se fait avec l'air ambiant. On est donc en milieu réactif moléculaire. Les températures sont beaucoup plus élevées. On est de l'ordre plutôt de 1500 Kelvin, avec toujours la même résolution, avec toujours la même dépendance en puissance et toujours globalement les mêmes gradients radiaux. Cette température beaucoup plus élevée s'explique simplement parce qu'on est à pression atmosphérique, donc un taux de collision plus important, et il y a une réactivité avec les espèces moléculaires en présence. Et également, comme on est justement en milieu réactif, il y a présence notamment de diazose qui donne accès à un spectre de N2C et donc une possibilité de mesure de température rotationnelle de N2C pour les comparer aux mesures rotationnelles de OH. Ici, les mêmes mesures réalisées, dans les mêmes conditions, mais avec température rotationnelle de OH et température rotationnelle de N2C. On voit que les températures obtenues par N2C sont toujours plus élevées, jusqu'à environ 200 Kelvin, mais que la tendance est globalement les mêmes, les gradients sont globalement les mêmes. Et les tendances sont globalement les mêmes, à la fois avec la position radiale et avec la puissance. Cela peut s'expliquer parce que N2C est peuplé par collision de N2 dans son énergie fondamentale avec l'argon métastable qui est créé par la décharge. Il y a donc un équilibre rotation-translation non atteint. Donc la température rotationnelle de N2C ne donne pas accès à la température transitionnelle du gaz. C'est pourquoi elle est supérieure à la température rotationnelle de OH. Néanmoins, l'accord relatif entre ces deux mesures, par N2C et par OH, nous laisse supposer que les mesures températionnelles de OH donnent un bon accord, donnent une bonne idée de la température transitionnelle du gaz. Maintenant, pour les mesures de densité électronique, encore une fois, pour nos trois positions radiales différentes et en fonction de la puissance micro-ondes consigne, on voit qu'on a un gradient radial très fort, une diminution d'un facteur 2 entre le centre qui intègre tout le rayon de la décharge et à proximité de la paroi, et que les densités électroniques sont de l'ordre de 10 puissance 14 par centimètre cube, en accord avec ce qu'on trouve dans la littérature. Et également, on a un régime globalement linéaire entre la densité électronique et la puissance consigne, mais également avec la position radiale. Si l'on regarde la densité électronique en fonction de la position longitudinale, pour rappel, on en a présenté une brève étude numérique plutôt donnée dans la littérature, qui nous donne un profil longitudinal de densité électronique qui décroît linéairement. Ici, on a bien un accord avec ce qui est attendu. On a une décroissance linéaire de la densité électronique en fonction de la position longitudinale, et ce, quelle que soit la position radiale où l'on fait la mesure. Maintenant, pour les mesures de densité d'argon métastable par diagnostic laser d'absorption, alors, les mesures obtenues avec transformé d'Abel inverse nous donnent accès à une résolution radiale complète, ici. Donc, c'est la densité d'argon métastable en fonction de la position radiale en unité absolue. On voit qu'on a des densités d'argon métastable de l'ordre de 10 puissance 12 et une largeur à mi-hauteur de 400 micromètres, ce qui nous donne donc une idée du rayon de la décharge que l'on pourra utiliser avec une incertitude près
pour obtenir des densités d'argon métassable absolues dans d'autres conditions, ici avec une variation de la puissance consigne. On voit qu'on a une tendance linéaire entre la densité d'argon métassable et la puissance consigne, ce qui est une tendance comparable avec ce que l'on a vu avec la densité électronique. Donc ça, c'est les résultats obtenus en argon pur. Maintenant, si l'on se met en milieu réactif, on a ici, avec une échelle logarithmique, et ici une fraction d'air allant jusqu'à seulement 0,5%, donc une fraction d'air introduite dans le mélange, un mélange argon-air qui traverse le capillaire. On a une très forte diminution de la densité d'argon métassable, d'un facteur 2 pour seulement 0,1% d'air introduit, et un facteur 20 pour seulement 1,5% d'air introduit. Il y a donc a priori une importante réactivité d'argon métassable avec l'air. On peut retrouver ça si on s'intéresse aux principaux mécanismes de dépeuplement de l'argon métassable, à la fois en argon pur, donc les résultats précédents. C'est le principal mécanisme de dépeuplement d'argon métastable dans ces conditions, c'est du quenching avec l'argon dans son état fondamental, avec ce temps caractéristique. Et lorsqu'on est en milieu réactif, on a du dépeuplement par quenching avec les états les O2 et N2 dans leurs états fondamentaux, avec des temps caractéristiques beaucoup plus faibles, ce qui justifie donc qu'en milieu réactif, on dépeuple beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fortement l'argon métastable, et on peut donc voir que l'argon métastable possède une importante réactivité en gaz moléculaire, et donc potentiellement une importante production de ces états atomiques. Maintenant que l'on a présenté quelques mesures obtenues quelques mesures de paramètres locaux de la décharge, maintenant présentons rapidement la dernière question à laquelle on a tenté d'apporter une réponse aujourd'hui, à savoir, est-il possible de contrôler la décharge avec un couplage thermique externe? Alors, la configuration expérimentale qu'on va utiliser est la suivante. Alors, tout simplement, un flux de gaz contrôlable qui est appliqué à l'extérieur du capillaire, donc sur la surface externe du capillaire, sur une certaine longueur. On peut se poser la question, est-ce que ce refroidissement externe appliqué sur le capillaire, donc non intrusif pour le plasma, permet de contrôler le flux thermique? Pour cela, on définit un modèle de résistance thermique. On considérera des transferts conducteurs-convectifs qui se font au sein du plasma et depuis la paroi externe vers le milieu extérieur, comme on l'a vu lors du bilan de puissance. Également des transferts radiatifs qui se font depuis la paroi externe du capillaire jusqu'au milieu extérieur. Et enfin des transferts conductifs qui se font à l'intérieur du matériau capillaire. Si on calcule la valeur de ces différentes résistances thermiques, on obtient le modèle suivant, avec ici des échanges qui se font entre la température du plasma, comme on a vu, qui est de l'ordre de 1000 Kelvin, et la température ambiante de 300 Kelvin. Le terme dominant ici sera les échanges conducto-convectifs qui se font entre la paroi externe du capillaire et le milieu externe. Sans convection forcée, on a de l'ordre de grandeur de l'unité, voire de la dizaine, et on peut faire varier, lorsque l'on applique un contrôle thermique externe, cette grandeur d'un facteur 10, ce qui change la résistance thermique équivalente entre le centre du plasma et la température externe d'un facteur 2 à 3. On peut donc potentiellement modifier de façon importante le flux thermique qu'il y a entre le plasma et le milieu extérieur, et donc potentiellement contrôler les paramètres de la décharge. Voyons donc les résultats que l'on obtient, avec ici les effets sur la pression dans le capillaire, ici la surpression, c'est-à-dire la différence de pression en amont du capillaire avant et après allumage du plasma. Comme on l'a vu, la présence de plasma augmente la pression en amont du capillaire. Son refroidissement, elle est ici, et progressivement en augmentant le coefficient de transfert thermique ici, c'est-à-dire en appliquant un couplage thermique de plus en plus important, on fait diminuer la surpression en amont du capillaire jusqu'à 40%, et ces effets sont rapides et proportionnels à ce couplage thermique externe. On peut donc contrôler la pression à l'intérieur du capillaire, à l'intérieur du plasma, avec ce couplage thermique externe. Pour ce qui est des autres paramètres macroscopiques, à savoir la longueur de plasma ici et la puissance couplée, on constate cette fois que la différence entre la situation sans refroidissement et avec refroidissement, les écarts sont très faibles, en particulier pour la puissance couplée, où les écarts sont très faibles par rapport aux incertitudes. On pourra donc considérer que lorsque l'on applique notre couplage thermique externe, on conserve à la fois le couplage micro-ondes, puisque à la fois sa puissance couplée et la longueur de plasma ne varient pas. On se retrouve donc avec un plasma similaire pour une partie des propriétés macroscopiques. Mais
comment on le peut voir maintenant? Si on s'intéresse aux paramètres microscopiques du plasma, à savoir température de gaz et densité électronique, encore une fois obtenue par spectroscopie d'émission, ici le cas sans refroidissement avec des températures de l'ordre de 1000 Kelvin, en refroidissant progressivement, donc en appliquant un couplage thermique de plus en plus important, on fait diminuer la température de gaz, encore une fois de façon non intrusive, jusqu'à 400 Kelvin, et on a également un profil radial de température uniformisé avec des gradients de plus en plus faibles. On peut donc contrôler la température du gaz plasma par ce couplage thermique externe d'au moins 40%. Et maintenant, pour la densité électronique, encore une fois, le couplage possède des effets importants. Ici, sans refroidissement, et ici, avec des refroidissements de plus en plus importants, un couplage thermique de plus en plus fort. On voit que l'on peut contrôler la densité électronique à l'intérieur de la décharge jusqu'à un facteur 2 et également qu'on uniformise le profil radial de densité électronique. On peut donc contrôler une partie des paramètres microscopiques, des paramètres clés de la décharge sans en modifier ni le couplage ni la longueur, ce qui permet d'obtenir un spectre plus large de conditions de plasma micron dans des capillaires, ce qui ouvre donc plus de possibilités pour des applications potentielles. Pour conclure cette présentation, nous allons résumer les principaux apports de ce projet de thèse et quelques perspectives d'avenir. Donc, en conclusion principale, sur cette décharge, on a réalisé de nombreuses caractérisations microscopiques qui permettent d'étudier différents paramètres, en particulier le couplage de différents applicateurs dans de multiples conditions expérimentales, en basse et haute pression, configuration de plasma jet et plasma confiné, en argon pur et en mélange argon-air. On a réalisé un bilan de puissance complet qui nous a montré que la littérature surestime traditionnellement la puissance qui est couplée au plasma d'un facteur au moins 2 à 3 et au plus d'un facteur 20. On a pu réaliser des mesures de température de gaz résolues radialement sur ces décharges de faible diamètre, qui nous donnent des températures de gaz de l'ordre de 1000 Kelvin intégrées radialement et avec une variation radiale à proximité de la paroi de 10%. De la même façon, on a réalisé des mesures de densité électronique nous donnant des densités de l'ordre de 10 puissance 14 avec cette fois une variation de 50% entre le centre et le bord de la décharge. Les diagnostics de spectroscopie d'absorption nous ont montré qu'on a des valeurs de densité d'argon métasable de l'ordre de 10 puissance 12 par centimètre cube et avec une largeur à mi-hauteur de 400 micromètres. Également, on a vu que le couplage, qu'on peut utiliser un couplage thermique externe pour contrôler certains paramètres clés de la décharge. En particulier, on a des variations de température de gaz et de densité électronique d'au moins 40%. Pour les perspectives qui restent à étudier sur ce type de plasma particulier, on a vu qu'il reste une part non mesurée dans le bilan de puissance qui reste donc à retrouver pour conclure réellement sur la part de puissance qui est injectée dans le milieu plasma. En milieu réactif, il reste des radicaux clés à caractériser par technique d'absorption laser, notamment les espèces atomiques qui peuvent être produites par collision avec l'argon métasable que l'on a vu décroître fortement en milieu réactif. Et également, on pourrait valoriser les résultats obtenus pour ces configurations pour différentes applications à plus grande échelle. Merci de votre attention, cher jury et cher public. Et je suis maintenant ouvert à vos questions. Bien, merci Monsieur Coquery.